m'adresser à vous en français, une langue étrangère, dans un pays arabe, arabo-amazigh, pour ne pas déplaire à certains. Et comment? Vu l'intransigeance de Madame la Présidente, je me concentrerai sur un point. C'est la hantise de l'administration pénitentiaire depuis toujours. C'est cette population pénale qui ne cesse de se gonfler. La hantise de tout système pénal, quel qu'il soit, c'est le taux de la récidive. Aucun autre critère n'est aussi capable de rendre compte de l'efficacité d'un système pénal. Encore faut-il disposer d'instruments fiables pour le mesurer. En attendant que l'autorité publique chargée de mettre en œuvre la politique pénale permette de disposer d'outils efficaces et fiables, nous nous remettons, chacun en ce qui le concerne, à nos expériences personnelles, acquises dans des circonstances et des lieux différents, souvent non comparables. C'est dans cet esprit, et avec l'humilité que je m'impose devant un tel parterre de participants, devant un tel auditoire, que je me permets, avec votre permission, bien sûr, de développer de manière succincte quelques observations issues de ma brève expérience à la tête de quelques établissements pénitentiaires et de mon travail de thèse. Mon intervention soulignera surtout les freins à l'action de réinsertion sociale des détenus et ex-détenus. Je demande à l'assistance de supporter mon franc-parler et la verdure de mon verbe, car dès qu'il s'agit de prisonniers et de prison, je laisse parler mes tripes. La première entrave à toute éducation ou rééducation, c'est l'encombrement des locaux de détention, d'où le surpeuplement des prisons et leur forte densité. Lors de la première ébauche de réforme du mastodonte pénitentiaire, entreprise dans le sillage du boom phosphatier et sous l'impulsion d'un jeune directeur, M. Mustafa Al-Alaoui, qui s'est entouré d'un pléthore de collaborateurs dévoués et compétents, la question s'est très vite posée de définir l'espace vital minimum par personne dans le système de l'emprisonnement en commun. Un standard de 3 mètres carrés pour chaque individu a été retenu comme espace vital minimum, auquel s'ajoute un espace conséquent pour la promenade, la restauration, les activités éducatives, socioculturelles et sportives qui est à prévoir. Sous l'effet de l'augmentation constante du nombre de prisonniers, tous ces espaces ont été transformés en locaux d'enfermement et la capacité d'hébergement réduite à sa plus simple expression. Je suis à chaque fois scandalisé lorsqu'un responsable, à quelque degré que ce soit, nous parle de 10, 20 ou 50% de surpopulation. Prenons des exemples. Je parle des deux joyaux de l'administration pénitentiaire, le complexe de Okasha et celui de Rabassaï. Lors de la conception de ces deux établissements, ils étaient conçus pour 700 prisonniers. Après le boom phosphatier de 1974 et la révision du plan quinquennal, leur capacité a été portée à 1400 détenus. Je vous demande combien de détenus y sont incarcérés actuellement. La maison centrale de Kénitra, conçue à la base pour héberger 200 détenus dans 200 cellules, on compte aujourd'hui plus de 1000. Ces 3 établissements, je vous laisse calculer leur taux d'encombrement. Quels sont les standards d'hébergement retenus dans le discours officiel qui nous parle de ces 10 ou 20% d'encombrement? Dans quel établissement pour l'emprisonnement en commun la règle des 3 mètres carrés est respectée? Aucun à ma connaissance. Les détenus vivent dans une promiscuité des plus répugnantes, entassés, parfois comme des sardines en boîte, les uns sur les autres. Je me suis fait dire que dans certains établissements, et non des moindres, ils dorment à tour de rôle. Délinquants primaires et récidivistes, asociaux et antisociaux, jeunes et moins jeunes, sont mélangés dans un bouillon de culture criminogène explosif.
et on s'étonne encore des taux élevés de récidive et de l'évolution dangereusement qualitative de la criminalité dans notre pays. Nous estimons le dépassement de la capacité théorique des établissements pénitentiaires entre 200 et 105% selon les cas, si l'on se réfère aux études interdisciplinaires ayant abouti à fixer cette capacité d'hébergement en 1974. Tant que les prisons sont surpeuplées, aucun programme de réforme ou de réinsertion des détenus ne pourra être sérieusement envisagé. Les moyens humains. Les moyens humains constituent le deuxième handicap de l'administration pénitentiaire. Les effectifs affectés à la garde et à la formation des détenus sont très réduits. Des quartiers entiers sont souvent confiés à la vigilance d'une seule personne qui se fait assister par des prévôts appelés au sol aussi caporaux, cabrales. Sous d'autres cieux, cet effectif est souvent égal, sinon supérieur à celui des prisonniers, ce qui permet d'élaborer des programmes d'éducation et ou de rééducation et de préparation à la réinsération en passant par l'individualisation de la peine. Il faudrait donc songer sérieusement à doter cette administration des moyens humains suffisants en nombre et en qualification afin qu'il puisse s'acquitter convenablement de la tâche qui lui est assignée. L'encombrement des prisons est le résultat de l'absence d'une politique pénale cohérente. Les différents acteurs de cette politique, s'il en existe une, travaillent chacun dans son coin. C'est ainsi que notre code pénal fait de la peine privative de liberté une panacée, prévoyant des peines d'emprisonnement pour toutes les infractions, aussi bénignes soient-elles. Les prisons regorgent de détenus pour gens une peine de entre quelques jours et 6 mois. Soyons honnêtes, peut-on changer la mentalité d'un délinquant en moins d'1 an? Je ne le pense pas. Ces petites peines dont nos honorables juges usent et abusent contribuent à encombrer inutilement les prisons et à grossir les rangs des délinquants aguerris. Car, une fois passés les premiers jours d'enfermement, on s'y habitue et la prison ne fait plus peur. Il serait judicieux que ces peines disparaissent et qu'elles soient remplacées par des peines de substitution telles que les travaux d'intérêt général ou les amendes individualisées basées sur le revenu, car dans leur conception actuelle, elles sont injustes et infructueuses. Mais dirhams, pour un chef d'entreprise, c'est un pourboire qu'il donne à son chauffeur. Pour un smicard, c'est une sauf d'El Shah. Mais c'est surtout la détention préventive et l'abus qui en est fait qui font regorger les prisons de détenus qui purgent des peines auxquelles aucun juge ne les a condamnés. Le nombre des prévenus a toujours dépassé les 45% de la population pénale. Le fait de subir la préventive n'est pas neutre. Prenons le cas de 2 individus qui commettent le même délit. L'un fait de la préventive, l'autre est cité à comparaître. Celui qui est cité à comparaître a plus de chances de sortir du tribunal, soit avec une petite amende, soit avec une condamnation au sursis. Tandis que le premier, celui qui fait de la préventive, a plus de chances d'être condamné à de la prison ferme. C'est dire tout le danger que représente la détention préventive systématique. C'est là aussi une cause de démystification de l'emprisonnement et une porte ouverte à la récidive compte tenu des mauvaises rencontres en milieu carcéral. Les récents faits divers rapportés par la presse confirment que les bandes de délinquants se forment souvent en prison. C'est que dans ce microcosme, toutes les règles qui régissent la vie en commun sont remplacées par un autre système, un système antisocial, l'antisociété, une loi hors la loi érigée en code d'honneur. En effet, face au pouvoir de l'administration et au rejet du corps social, une antisociété se constitue avec ses lois, ses valeurs, son mode de production et de distribution. La vie entre détenus est régie par des règles très strictes
et qui, pour n'avoir pas été écrites, n'en sont pas moins bien précises et efficaces. Le Code de l'honneur constitue en quelque sorte une antidéontologie qui régit les rapports entre les détenus d'une part et entre eux et l'administration d'autre part. Faut être accepté par tous les détenus, il est suivi par l'ensemble de la population pénale. L'idée centrale de ce code d'honneur, ou ce code de conduite, est qu'il institue une nette séparation entre les prisonniers et l'administration. Il leur interdit de lui apporter la moindre aide ou facilitation à résoudre ses problèmes. Toute collaboration avec la direction ou le personnel de la prison, toute violation de la règle du silence, rien vu, rien entendu, est considérée comme une trahison et peut être sanctionnée au plus haut degré. La sanction pouvant on me rappelle que je dois parler des empêchements de la réinsertion, et j'y suis. Et je suis en plein. Parce que c'est cette vie dans la prison. On prépare des antisociaux. Au début, nous avons des asociaux. Mais on a des antisociaux vu le mode de vie qu'ils vivent en prison. Je peux même mettre moi. Bon. Je passe tout un... Oui. Oui. Bon.